que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Et le soleil dans sa peau. Elle s'attaque à la maison, mais également à la santé de ceux qui l'occupent. L'humidité est certainement le problème le plus fréquent dans nos logements. Murs qui gondolent, peintures qui s'écaillent, moisissures. Comment en identifier l'origine et surtout par quels moyens assécher et assainir notre environnement? C'est le dossier du jour. On attend vos questions et réactions sur france5.fr ou encore par SMS au 41 555. Et avec nous pour parler de tout ça, Jacques Lelanchon, bonjour, bienvenue dans La Quotidienne. Vous êtes entrepreneur spécialisé dans le traitement de l'humidité depuis 27 ans et membre de l'Union des métiers du plâtre et de l'isolation. Romain Noni, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller de vente en traitement de l'air depuis 8 ans chez l'enseigne bien connue Leroy Merlin. Et puis David Rodriguez, qui Bonjour. vient nous voir. Bonjour, vous êtes déjà venu. Vous êtes responsable juridique à la CLCV. Première question d'abord, comment savoir d'où vient l'humidité? Peut-on cibler durablement la source du problème? Premiers éléments de réponse dans ce reportage signé Bérénice Gabriel. Des peintures, moisissures, champignons, tous les symptômes de l'humidité sont là. Personne n'est à l'abri de ce fléau qui touche 2 logements sur 5 en France. Résultat, dans cette enseigne de bricolage, il existe plus d'une dizaine de solutions vendues entre 2 et 160 €. Ici, on a plein de produits, que ce soit de la peinture ou alors au désinfectateur par pastille ou même le désinfectateur électrique. On passe de plusieurs gammes de produits à différents prix. Mais ce n'est pas toujours aussi simple de trouver le produit miracle, car l'humidité peut être causée par de nombreux facteurs. Alors avant de sortir l'artillerie lourde, il faut d'abord identifier la cause. Romain vit dans un appartement parisien. Depuis son emménagement il y a 2 ans, il a remarqué certains phénomènes liés à l'humidité. Là, c'est assez impressionnant. Donc on voit que le mur cloque. Et le clou du spectacle, c'est dans la cuisine. Et vous pouvez voir que le mur est totalement noir et plein de champignons qui montrent, je pense, un taux d'humidité assez phénoménal. Pour comprendre d'où viennent ces problèmes, Romain a fait appel à Antoine. Cet expert en bâtiment diagnostique une centaine de logements par an. Ça peut toucher des maisons comme des appartements. Il n'y a pas de. Après, ça dépend où vous êtes situé en France. Au nord de la Loire, on considère que les 3/4 des logements ont des problèmes d'humidité. Sur l'ensemble du pays, c'est un logement sur 2. À l'aide de ces nombreux outils high-tech, Antoine mesure la température ambiante, le taux d'humidité dans l'air, dans les murs et traque la moindre infiltration. 2 heures plus tard, le verdict tombe et mauvaise nouvelle pour Romain, il n'y a pas une seule cause d'humidité, mais 3. Alors, la première des pathologies, c'est la condensation, liée à un dysfonctionnement de la ventilation au niveau du logement. La deuxième cause, c'est un problème de canalisation extérieure qui a une fuite et qui donc imbibe le mur intérieur des toilettes notamment. La troisième cause, c'est un défaut d'étanchéité au niveau de la douche. Grâce à l'expertise d'Antoine, Romain va pouvoir effectuer des travaux ciblés. Dans la maison de Guillaume, vieille de plus de 100 ans, le problème est clairement identifié. L'eau remonte du sol et s'infiltre dans les murs. Donc le propriétaire précédent avait en fait mis ça pour, à mon avis, cacher justement ces problèmes d'humidité qui, à mon avis, sont là depuis très très longtemps. Oui. Alors moi, j'ai essayé de les traiter avec de l'absorbeur d'humidité, mais on voit bien que les murs sont vraiment, à mon sens, en tout cas esthétiquement, il y a un vrai problème. Stéphane, expert en humidité, pense avoir trouvé la solution qui va régler tous ces problèmes. À première vue, cela ressemble plutôt à une box internet. Et pourtant, ce boîtier et ses électrodes à insérer dans le mur sont censés stopper ce phénomène en seulement 1 mois. Donc on utilise un procédé physique qui permet en fait de déplacer les liquides à l'intérieur d'un matériau poreux. C'est le cas d'un mur, il y a une porosité. Et donc l'humidité qui a progressé naturellement dans le mur, nous on le stoppe le phénomène naturel et on refoule l'humidité du haut vers le bas. Une solution innovante qui a un coût. Comptez environ 3 500 €. Un investissement conséquent mais rentable à long terme pour ce père de famille. Oui, je crois qu'il faut investir pour trouver des solutions pérennes plutôt que de dépenser de l'argent pour refaire les peintures tous les ans. Encore faut-il être sûr que ce système fonctionne. Pour le savoir, nous sommes allés voir Martine en région parisienne qui a installé ce boîtier dans son sous-sol il y a 10 mois. Donc au début, quand on l'a mise en route, il était indiqué que les murs étaient humides. Et puis depuis, les murs sont secs.
vous seriez venu quelques mois auparavant, eh bien, vous ne l'auriez pas vu dans cet état, puisqu'il y avait une forte odeur d'humidité. On ne pouvait rien stocker, aucun vêtement. Et j'avais même des clous qui commençaient à rouiller à cause de l'humidité. Si l'humidité peut être un désastre dans vos appartements, sachez qu'elle peut aussi l'être pour votre santé. 80 à 90% des adolescents ayant des problèmes respiratoires vivent dans un logement humide. Alors justement, David Rodriguez, quelles sont les conséquences sur la santé de l'humidité? J'imagine que vous recevez pas mal de témoignages dans votre association. Oui, on a des témoignages sur le sujet, effectivement, notamment concernant les enfants en bas âge. C'est eux qui sont, avec les personnes âgées, qui sont les personnes les plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé liés à l'humidité. C'est notamment de l'asthme, des bronchites, des allergies, donc tout ce type de problématiques, encore des rhinites. Donc on a tous ces problèmes de phénomènes de santé. Et c'est vrai qu'idéalement, ce qu'il faut, c'est le faire immédiatement constater par un certificat médical, pour voir que la problématique liée à la santé résulte bien de l'humidité et de l'environnement du logement. Donc ça veut dire quoi, aller chez son médecin ou faire venir quelqu'un pour constater l'humidité dans le logement? Alors le médecin n'est pas forcément spécialisé pour le taux d'humidité, donc vous allez voir votre médecin qui lui va pouvoir éventuellement déterminer, surtout si c'est un phénomène nouveau, notamment s'il y a un déménagement par exemple, donc avec l'antériorité en quelque sorte de la vie du patient, donc il pourra déterminer si le fait d'être dans un environnement humide pourrait ou non avoir ce type de conséquences. D'accord. Jacques Lelanchon, quand l'humidité se voit, est-ce que ça veut dire que c'est déjà trop tard? Non. À vrai dire, il y a plusieurs symptômes. À chaque problème d'humidité, il y a une solution qui s'y rapporte. Le gros problème dans les logements, c'est qu'on confond souvent les différentes origines et qu'on opte pour la mauvaise solution. L'humidité la plus fréquente et la plus visible, rapidement visible, c'est la moisissure qui vient, elle, par l'air humide. Donc l'air humide, on peut ventiler, et en général on ventile tous mal. On va ouvrir nos fenêtres en été et les fermer en hiver, alors qu'il faut faire le contraire. L'humidité adore le froid, c'est pour ça qu'elle va se loger sur les points froids, ce qu'on appelle les ponts thermiques, c'est-à-dire les angles, les bâtis de fenêtres en aluminium, derrière les meubles, parce que votre chauffage ne va jamais derrière un meuble, il ne va jamais dans un angle, il tourne en rond, donc les angles restent toujours très froids, les murs nord. Tout ça sont des points froids sur lesquels l'humidité va venir se condenser, se choquer. Ça veut dire qu'il faut beaucoup aérer pour éviter ça? Alors, beaucoup aéré, oui. Nos maisons anciennes ne connaissaient pas la moisissure parce qu'on avait des fenêtres, des portes mal jointives et l'air circulait. Mais on vivait à 17 degrés. Nous, on vit à 20, 21 degrés. On a des fenêtres hyper hermétiques. Et on a des points froids parce qu'on va utiliser des poutrelles métalliques, on va utiliser on va créer du choc thermique. Mais pour rebondir sur ce que vous nous dites, par exemple, on a reçu un SMS qui nous dit: chaque matin en me réveillant, je constate que le mur contre lequel est appuyé mon lit est très humide au point que des gouttes d'eau se forment. Pourtant, j'aère ma chambre matin et soir et la pièce n'a pas l'air humide. Comment l'expliquer? Alors, elle n'a pas l'air humide, mais elle l'est. À vrai dire, quand on aère, on ouvre tous une seule fenêtre. Et ça, ce n'est qu'un apport d'air, ce n'est pas une circulation d'air. Pour bien aérer, il faut deux fenêtres, un courant d'air. Qui vit dans un courant d'air? Mais à vrai dire, il faudrait faire 5 minutes de courant d'air le matin, 5 minutes de courant d'air le soir. Le matin, on a produit énormément de vapeur d'eau par les respirations, par la douche, par la cuisson du petit déjeuner. Il faut savoir que 4 personnes dans 60 mètres carrés arrivent à produire 20 kg de vapeur d'eau par jour. Si ces 20 kg de vapeur d'eau ne sortent pas, il faut bien qu'ils se déposent quelque part. Sur les murs. Sur les murs. Et sur les points froids. Est-ce que c'est le fameux pont thermique aussi dont on parle? C'est-à-dire que si on est sur un mur, on a le lit, on a la chambre, mais que le mur donne sur l'extérieur, c'est ça en fait qu'on appelle un pont thermique? Exactement. Votre petite lame d'air entre la tête de lit et le mur. Alors si en plus vous avez la tête de lit au nord, vous avez le mur le plus froid, la petite lame d'air bien froide. Et si vous êtes la chambre à proximité immédiate de la salle de bain, eh bien, toute la production de vapeur d'eau de la salle de bain va venir se loger dans la chambre voisine qui est plus froide. Et là, vous commencez à créer des moisissures. Mais on peut avoir un problème d'humidité chez soi même s'il n'y a pas de moisissure, on est d'accord? Tout à fait. Donc ça, comment on le vérifie? Comment on le mesure? Il y a des appareils pour ça? Oui, aujourd'hui, en fait, on vend des petits hydromètres en fait, que vous pouvez mettre directement à l'intérieur. C'est très facile, voilà. Donc c'est juste à poser au mur ou à fixer l'un ou l'autre. Et en fait, on va pouvoir déterminer le taux d'humidité que vous pouvez avoir. Donc sur le premier qu'on a là. Là, on est à 60% par exemple sur ce plateau, c'est ça ce que ça dit? Ah, il faudrait l'ouvrir déjà pour. Ah oui, c'est vrai. Le bricolage pour les nuls. Et en fait, le truc, c'est qu'on souhaite se faire rembourser, donc du coup, on va pas l'ouvrir. Alors le but, voilà, est de pouvoir le mettre sur un mur, alors plus ou moins franc en l'occurrence, pour vraiment déterminer le taux d'humidité qu'on va avoir dans la pièce. Ensuite, on a le petit modèle qui est ici, qui va aussi nous donner évidemment donc le taux d'humidité et la température ambiante qu'on peut avoir directement dans la pièce. Ça peut être un petit plus. Hein, ça, c'est des choses à voir, par exemple, dans la chambre d'un enfant. Aujourd'hui, c'est nécessaire, ça. Ça peut être bien, oui, tout à fait. Je vais te le C'est quoi le bon taux, alors?
Idéalement, il faut avoir 50-55%. Les musées de France régulent à 50% pour les œuvres d'art et autres. Nous, on vit, parce qu'on produit plus qu'un musée, mais on vit dans à peu près 55 à 60%. Et si C'est là on- où... Pardon, j'en prie. Si on est vraiment en dessous, c'est grave aussi, à l'inverse? C'est pas grave, mais notre corps a besoin d'un taux d'humidité. Je sais pas, mais... Tous les matériaux ont besoin d'un taux D'accord. d'humidité. Donc, il Un faut matériau sec se l'humidifier. désagrège totalement. Hein. Ouais. Donc c'est là où il est bien d'avoir une petite centrale comme ça. Si vous voyez que vous avez un taux d'humidité trop fort, rien ne vous empêche de mettre un petit humidificateur sur des radiateurs. Très souvent, quand on a du chauffage collectif central, on est surchauffé. Et là, on a un air beaucoup trop sec. Oui, hein. si c'est trop sec. Voilà. Ça coûte combien ces Alors, objets-là ce les- modèle-ci est à 13,90 €. D'accord. Pour le deuxième, c'est un entrée de prêt à 2,50 €. Donc c'est vrai qu'on peut le mettre un peu partout. Voilà, Dans ça. chaque pièce éventuellement de la Exactement. maison. Ouais. Vous nous disiez donc qu'il y a plusieurs types d'humidité. On a parlé de cette humidité dans l'air Oui. qui nécessite l'aération. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme type d'humidité? Alors le phénomène, autant le problème de condensation, on va le trouver sur tout type de bâtiment, trop isolé, et donc avec points froids. Donc pour réchauffer les points froids, on utilise des isolants, les plaques isolantes, les plaques de plâtre. Il faut, si on réchauffe un point froid, on déporte le problème ailleurs. Donc il faut également repasser ensuite par des centrales d'humidité, soit du traitement d'air, soit des petits bacs absorbeurs si on a un tout petit volume. Ça, c'est l'humidité condensation, très classique sur les bâtiments 1920-1930, parce que souvent en briques, faible épaisseur de paroi, ou les bâtiments 1960-1970, là on n'avait pas le souci d'isolation, on construisait à tout va. L'humidité la plus fréquente, la plus pernicieuse, je dirais, et la plus méconnue, c'est la remontée d'eau par le sol, la remontée capillaire, que là on trouve sur tout type de bâtiment, quel que soit le mode de construction, mais qui date d'avant 1950. Parce que jusqu'en 1950, on posait les matériaux à même le sol, et ces matériaux finissaient par pomper une humidité souterraine. Et là, on véhicule forcément du sel. C'est des lieux où il n'y a pas de cave, par exemple, c'est ça? Alors, pas forcément des caves, parce que les bâtiments anciens qui sont sur cave, un bâtiment du 18e, il est humide sur toute la hauteur de cave, plus 1,50 m au niveau du rez-de-chaussée. C'est-à-dire qu'on a 4 mètres de hauteur d'humidité. Mais c'est des vides sanitaires, non? Des trucs comme ça? Alors, sur les bataillements modernes, on a fait des vides sanitaires qui Ça aide, ça. correspondent à l'humidité, Oui. tout à fait. Mais le bâtiment moderne avec vide sanitaire, il a des fondations étanches. Donc même sans vide sanitaire, on a des fondations qui ne pompent pas parce qu'on a utilisé des hydrofuges dans la masse, des coupures à la capillarité, ce qui est obligatoire dans le bâtiment par les normes et les DTU. D'accord. Mais tout bâtiment ancien avant 1950 a forcément de la remontée capillaire. Alors après, elle est importante, pas importante, dégradante, pas dégradante, mais il faut se dire que dès qu'on est dans de l'ancien, on a forcément... Et alors, on a vu un L'humidité exemple de qui- traitement, effectivement, dans le sujet, avec un monsieur qui habitait dans une maison qui avait 100 ans et qui avait ce traitement. On va y Tout à fait. revenir dans un instant, parce que vous traitez justement cette Tout à fait. humidité par capillarité. Vous êtes venu avec quelques objets, justement, pour lutter contre à fait, l'humidité. ouais. On va aller regarder Allez. de quoi il s'agit. Et surtout, quel est le type d'humidité contre lequel on peut lutter avec tout ça? Alors en fait, voilà. Cette non, grosse machine, Cette par grosse exemple. machine, cette grosse boîte là avec deux grosses turbines, en fait, c'est une machine qui permet donc d'extraire donc tout ce qui est pièces humides, Ouais. donc les salles de bain, toilettes et cuisine, de récupérer donc un certain pourcentage de chaleur au lieu de le rejeter à l'extérieur comme on peut avoir sur une petite machine, une VMC simple flux. Là-dessus, on va récupérer C'est cette ça, hein, la chaleur, VMC voilà, tout à fait. simple flux. On va récupérer les calories qu'on va filtrer, donc tout ce qui va être les poussières, le pollen et tout ça, et qu'on va renvoyer dans les pièces à vivre. Donc dans les chambres, les salons, les salles de jeu. Le but est d'assainir en premier lieu donc toutes les pièces, donc dites de vie, et d'extraire évidemment l'humidité. Mais est-ce que ça assainit vraiment? Parce qu'on est en cercle fermé, on Alors, repart pas vers Voilà, là-dessus, l'extérieur. on vient extraire, en fait, on prend de l'air extérieur, qu'on D'accord. va réchauffer avec les pièces qu'on a dans les pièces humides, et on va renvoyer tout cet air filtré dans les pièces à vivre. Et toute l'humidité et l'air froid sera rejeté sur le toit, directement à l'extérieur. Et ça se met dehors, ça, ou ça Alors se non, met ça, à vous le l'intérieur de la trouvez- maison? Alors généralement, ça se met dans un endroit isolé. Parce que ça prend pas mal de place quand même. Oui, généralement c'est dans les combles en général. Hein. D'accord. Mais il faut que ce soit quand même des combles isolés. On ne va pas mettre une machine comme ça dans des combles non isolés. Sinon évidemment, la machine sera froide et vous allez avoir un choc thermique. Ça va vous créer énormément d'eau à l'intérieur. Ce qui veut dire que ça, c'est plutôt pour une maison. Alors c'est Ça va plutôt pas en pour une appartement. maison. Vous trouvez ça à très, voire jamais en appartement. Ouais, hein. c'est ça. Ouais, Et tout à ça fait. coûte combien? Alors ce modèle-ci est à 1299 €. D'accord. Évidemment, il faut prévoir ensuite donc tout ce qui est accessoires, les gaines, les bouches, etc. Donc on arrive tout de suite en accessoires quasiment dans les 1000 €. D'accord. Et pour justement les personnes qui sont en appartement et qui cette fois-ci voudraient lutter contre Alors voilà, alors l'humidité. pour les appartements, soit ces personnes-là ont une VMC commune, qu'on trouve généralement sur le toit. Dans le cas où ils n'ont pas de... Pas toujours efficace, on pas verra toujours tout à l'heure, efficace, hein. ça peut arriver, tout à Ouais. fait. Alors on a aussi cette petite VMC ici, qu'on a pour soit appartement, soit maison. Donc ça, c'est une VMC extra plate, ça peut être très bien utilisé pour un petit studio ou un petit F2. D'accord. Voilà. Ensuite, on a directement ce qu'on appelle des aérateurs électriques pour les personnes qui sont en appartement. Donc ça, c'est un aérateur. Le but est d'extraire suivant le taux d'humidité que vous avez dans la pièce. Vous êtes D'accord. dans votre salle de bain, vous prenez votre douche.
lui, il va tourner au moment où il va y avoir vraiment de l'humidité. De l'activité, voilà. d'accord. Donc il va Il va vous la afficher reconnaître. le taux d'humidité et la température que vous avez dans la pièce. Et du coup, c'est quoi? C'est un boîtier qu'on applique sur son mur comme ça? Tout à fait, en fait, on vient le fixer directement au mur. Et vous avez une petite turbine ici à Ah, l'intérieur qui permet donc de tourner et d'extraire. Donc Je vais la montrer à Yo-Yo. Ça, c'est efficace, ça sert à quelque chose vraiment. Alors voilà, ça sort 95 mètres cubeurs. Donc, ça, je me rends dans la pas compte de pièce. ce que ça Alors, fait. ça sort, pour faire simple, le but est d'assainir un maximum pour éviter d'avoir de la condensation ou vraiment de la vapeur d'eau dans la pièce. Et on est sur quelle humidité, pardon? Où ça part? Où va l'eau? À l'extérieur, l'eau, non, là on vient simplement aspirer de l'air. Il faut percer le mur, là. Ah, il faut percer Ah, le faut mur. percer hein, le faut mur faire un et coup, que ça hein, tout à sorte fait. dehors. Ah oui, tout à fait, ça ressort dehors. C'est quand même des gros travaux, quoi. Ça peut. Percer un mur. Oui, voilà, tout à fait. Et si on est en appartement? En appartement, il y a, oui, ça va chez le voisin. Ça peut aller, C'est non, ça. il faut éviter. C'est-à-dire qu'ensuite, si on n'a pas possibilité Voilà, si on d'aller n'a vers pas possibilité de faire à l'extérieur, on va on a- tomber sur ces Exactement. produits-là. Ces produits-là, ou directement, après, ça va être des déshumidificateurs électriques qui vont vous permettre donc d'aspirer un certain nombre de litres d'eau par Qui va tomber ici, 124 du coup. heures, voilà, qu'on va pouvoir soit vider dans un bac, soit rejeter directement avec ce petit tuyau dans une petite évacuation. D'accord. Très bien. Et là, on est sur quelle gamme de prix pour ces produits-là? Donc là, on est sur un modèle qui vaut 199 €. D'accord. Qui enlève 15 litres pour 24 heures. Et sur les absorbeurs Sur comme les ça absorbeurs d'humidité, vous êtes compté, voilà, on peut à peu près, suivant les marques, hein, ça peut arriver de 15 à 30 € en moyenne. Et ensuite, pour les VMC, vous êtes sur des modèles entre une centaine d'euros jusqu'à peu près 300-400 €. Très bien. Merci On aura pour même avoir une partagé ça. solution pratiquement gratuite tout à l'heure avec Mélanie qui va nous faire une petite démonstration. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Avant ça, petit SMS de Oisillon qui nous dit attention aux déshumidificateurs d'air. Ça assèche tout, les plantes, votre peau, tout ce qui contient de l'eau. C'est vrai ça? Non. Non, parce que ces appareils sont munis d'un humidistat, c'est-à-dire que, à l'instar d'un thermostat pour le chauffage, là vous sélectionnez votre l'hygrométrie que vous souhaitez chez vous, et ensuite l'appareil se coupe dès qu'il est arrivé à cette hygrométrie. Donc il ne risque pas de trop passer chez Ça, vous. c'est des appareils modernes qui se coupent. Oui, C'est voilà, ça. voilà. Où il y a un régulateur. Maintenant, tous les déshumidificateurs sont pratiquement équipés tous de cela, avec une vidange même automatique. Et ça ne risque pas de trop assécher. On peut utiliser, il y a des modèles maintenant hyper industriels pour des dégâts des eaux, pour le passage des pompiers et autres. On va forcer et mettre en marche forcée ces appareils. Là, on assèche beaucoup. Mais en milieu locatif ou en milieu pas de risque. privatif, il n'y a pas de risque. On sélectionne soi-même. Enfin, un peu de bon sens. quoi. Juste David Rodriguez, les plaintes ou les témoignages que vous recevez le plus souvent à la CLCV, ça porte sur quel type d'humidité justement? Il y a un peu de tout. Ouais. Ça peut être de l'humidité ambiante, par condensation, le fait qu'il n'y ait pas de renouvellement d'air, par exemple. L'exemple type, c'est l'appartement déjà ancien. On a changé les fenêtres qui avant permettaient une ventilation naturelle. Maintenant, on a mis des doubles vitrages. Et la ventilation naturelle qui existait auparavant, maintenant, n'existe plus. On se retrouve carrément avec une pièce étanche et du coup, il y a une condensation qui se crée. Sinon, on a également le classique, à savoir par capillarité, ou la toiture également qui se met à fuir. Alors là, pour le coup, plutôt en maison individuelle, ou sinon, si vous êtes en immeuble collectif, sur le dernier étage, où là, vous bénéficiez des fuites de la toiture terrasse, par exemple. Et on verra d'ailleurs comment on peut essayer de résoudre ça avec ces bailleurs. Avant ça, on va faire un petit point sur l'humidité des noix de Saint-Jacques. Où est-ce qu'on en est, Farida? Comment ça se passe? Eh bien écoute, l'humidité, elle s'est évaporée. Pas C'est besoin bon. de machine, de trucs. Voilà. Simple poêle. Voilà, C'est agréable. simple four. Tu sais que je les ai fait Ah oui, cuire c'est au vrai, four. au four. Voilà, juste avec une petite noisette de beurre. Et ensuite, le secret de la petite garniture que je vais mettre sur la noix de Saint-Jacques, c'est que j'ai récupéré les sucs et le beurre fondu dans lesquels j'ai cuit les Saint-Jacques. Pour faire mon petit mélange, alors c'est un petit crumble avec de la noisette grillée, torréfiée, avec donc le beurre des Saint-Jacques et la ciboulette, avec une petite lichette de fleurs de sel. Arrête Voilà. parce que Gérard va se jeter sur le... C'est vrai, et Gérard, et j'ai préparé une petite crème, une petite émulsion à base de, alors simplement rissoler les échalotes, vous ajoutez la crème, une petite fleur de sel, un peu de poivre, vous mixez, vous passez au chinois et vous vous trouvez avec une petite crème. Pourquoi au chinois je le veux pour moi? Ce qui est Ou à la drôle, c'est qu'il y a passoire. Robin qui dit à côté « Oh, on va se régaler !» Et non, Romain, désolé. Eh bien non, désolé, vous partez avant. Dommage. Non, vous inquiétez pas, on vous en Ça gardera une sent petite très part. bon, en tout cas. On va se régaler dans un instant. Bon, et en tout cas, on revient à l'humidité parce que c'est vrai que ça peut rendre carrément la vie impossible avec des murs décrépits, de la moisissure, des odeurs intenables. C'est ce qu'ont vécu des habitants d'une cité installée sur une zone inondable à Marseille. Avec l'aide de la Fondation Abbé Pierre, ils ont réussi à faire plier les bailleurs qui refont à neuf aujourd'hui leur logement. Une histoire que nous raconte Bérénice Gabriel. Jamila vit à Marseille dans cette résidence HLM. Depuis 2011, cette mère de famille est confrontée à de sérieux problèmes d'humidité. Infiltration, champignons,
un véritable calvaire pour elle et surtout pour ses enfants. Alors là, c'est mon fils qui dormait là. Alors lui, il a eu des problèmes de santé suite à cette humidité. Même le fauteuil est imbibé d'humidité. Alors quand il pleut, comme je dis, ça pleut à la maison. Là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir ou au toucher, vous verrez bien que c'est gonflé, la tapisserie est gonflée et mouillée. Au vu de ses revenus, cette mère de 5 enfants ne peut envisager de déménager. Ce qu'elle demande, ce sont des travaux pour pouvoir vivre dans un logement sain. Quand je reçois mes charges, je suis énervée. Je suis très énervée parce que je trouve que c'est pas logique. Parce qu'on dit qu'il y a de l'entretien et là, je ne vois pas de l'entretien. Et le cas de Jamila n'est pas isolé. Tout le HLM est concerné par ces problèmes d'humidité. Résultat, les locataires se sont regroupés et ont fait appel à la Fondation Abbé Pierre qui se bat contre le mal logement en France. Voici Fatih Boirois, un représentant de la Fondation. C'est lui qui a pris les choses en main. Ici, il est un peu considéré comme le sauveur de la situation. Bonjour, ça va Fatih? Il y a des gens qui nous demandent de leur aide, soit à titre individuel, soit à titre collectif. Et à partir du moment où des collectifs d'habitants font appel à notre aide, on contribue obligatoirement à apporter soit des moyens d'expertise, des fois même des moyens financiers, et le poids de notre fondation pour essayer de faire en sorte que le mal logement recule avec les habitants. La Fondation Abbé Pierre a fait appel à un huissier et a ordonné des expertises pour évaluer l'ampleur des dégâts. Résultat, les habitants ont pu prouver aux bailleurs que les logements étaient bien insalubres. On est quand même en cité HLM, donc un parc qui n'est pas si ancien que ça, et pourtant qui présente les mêmes difficultés que des vieux bâtiments qui ont été mal construits. Donc on voit bien que l'humidité, ça se retrouve un petit peu partout. Ici un peu plus qu'ailleurs à cause du fait que ça a été construit sur un ancien étang. Grâce à l'action de la Fondation, 5 logements ont déjà été refaits à neuf par le bailleur. Un soulagement pour ses habitants qui se battent depuis 4 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trop à se plaindre. Ça avance doucement, doucement, mais on avance quand même. Aujourd'hui, Jamila est fière de nous faire visiter l'un des appartements rénovés. Là, comme vous le constatez, tout est nickel, tout est refait à propre. On respire. Avant, quand vous rentrez dans cet appartement, vous ne pouvez respirer. Même quand vous sortez, vos habits sentent l'humidité. On avait une odeur sur nous dans cet appartement incroyable. Là, à l'heure actuelle, il fait bon vivre. Grâce à la Fondation Abbé Pierre, Jamila aura elle aussi le droit à un nouveau départ, car son logement fait partie des 30 appartements qui devraient être rénovés d'ici 1 mois. Vous êtes nombreux à nous interroger sur ce sujet, notamment sur les questions quand vous êtes locataire, par rapport à votre propriétaire, que vous avez des problèmes d'humidité. Par exemple, celle-ci. Je viens de quitter mon appartement, le propriétaire refuse de me rendre la caution car les murs sont tachés de moisissures dues à l'humidité. Or, je ne suis pas responsable. Est-ce qu'il en a le droit ? Il faut voir qui est responsable effectivement de cette humidité. Si ça résulte d'une malfaçon, d'un défaut inhérent au logement, c'est le propriétaire qui est responsable. Donc, dans ce cas-là, il ne peut pas restituer la caution, mais c'est le dépôt de garantie. En fin de compte, il ne peut pas utiliser cet argument comme pour conserver le dépôt de garantie. J'imagine qu'on privilégie toujours la médiation, mais il y a peut-être un moment où on doit aller plus loin, non? Oui, tout à fait. C'est toujours le même problème dans le cas des rapports de force locataire-propriétaire, où là, on a la médiation, on a les actions de consommateurs. Sinon, après, en matière de restitution du dépôt de garantie, on a le juge de proximité pour tous les litiges à faire à 4 000 €. Donc, on peut le saisir sans avocat obligatoire. Il y a un formulaire à remplir. Donc, ça, c'est assez simple. Ou le tribunal d'instance, dès lors qu'on est sur des problèmes liés à l'état du logement en tant que tel, aux charges et réparations locatives. Je rappelle aussi, à cet égard, le conseil que donnait Gérard de ne jamais payer son dernier loyer. Je suis très surpris que Gérard a pu donner un tel conseil, effectivement. Non. Pas du tout. Et faire soi-même les travaux si le propriétaire ne veut pas les faire, est-ce que c'est une bonne idée? Alors là, c'est la problématique, parce que normalement, le locataire, s'il réalise les travaux lui-même, il ne peut pas demander le remboursement. Il ne peut le faire que s'il y a urgence, ou s'il a une autorisation préalable du juge. Sinon, ça va être pour lui en quelque sorte. Alors là, c'est un peu toute la problématique et l'aspect un peu délicat de la situation, parce que le locataire vit dans ce logement qui est humide, le propriétaire en face ne fait rien, donc qui est-ce qui est pénalisé? C'est le locataire. Et donc du coup, on a beau faire mise en demeure sur mise en demeure, après certes on peut démontrer la mauvaise foi du bailleur, mais ça devient un petit peu plus compliqué, surtout que c'est des travaux qui, alors, si c'est juste l'installation d'un déshumidificateur, c'est déjà moins coûteux. Mais c'est pas à la charge du locataire, ça. À la base, tout à
l'installation d'un déshumidificateur, c'est pas... À la base, non. Dès lors que ça résulte de la structure même de l'immeuble, dès lors que c'est une malfaçon, un problème que lié à c'est la pas un petit vétusté. confort personnel. Tout à fait, tout à fait. Faut pas oublier qu'on a à la base l'obligation de délivrance du propriétaire. L'obligation de délivrance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je dois remettre un logement décent, on va voir ce qu'on entend par décent, en bon état d'usage, d'entretien, de réparation, avec des éléments d'équipement qui sont en bon état de fonctionnement également, et un logement qui ne présente pas de danger pour la santé et la sécurité de ses occupants. On parlait tout à l'heure des problèmes de santé par rapport à l'humidité, donc vous voyez déjà, on est Il y a sur un un taux manquement. maximum d'humidité, par exemple, c'est inscrit dans la loi? Non, J'en sais rien, au-dessus de 80, non, on n'a pas de c'est texte, lu. on a juste un décret. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait un texte Oui. sur ce point, contrairement à la température où là, on a le code de la construction qui nous dit c'est 19 degrés. Sur l'obligation de délivrance d'un logement décent, on a une définition de la décence. Mais là, voilà, on ne nous dit pas il faut tel taux d'humidité. On va nous dire qu'il faut qu'il y ait une aération correcte des lieux, un chauffage normal également, une ventilation adéquate, des fenêtres. Donc tous ces éléments. C'est-à-dire que si on a un logement avec des fenêtres double vitrage qui ne permettent pas, qui ne facilitent pas l'aération. Donc là encore, on a une responsabilité du bailleur en disant c'est bien, maintenant j'ai une pièce complètement hermétique, il vous appartient d'installer une aération, une ventilation correcte. Autre SMS, j'ai acheté un appartement, les murs étaient propres et la peinture fraîche. Un mois après mon entrée dans le logement, tout s'est dégradé avec en plus une forte odeur d'égout. Puis-je me retourner contre l'ancien propriétaire pour vice cacher? Alors, l'échange de l'odeur de peinture contre l'odeur d'égout, il faut déjà se méfier quand on achète quelque chose et que ça sent la peinture. Parce qu'il est rare de faire refaire sa maison aux dernières minutes avant de la vendre. C'est pour cacher quelque chose. Alors, est-ce que pour autant c'est un vice caché? C'est un vice caché si ce que ça cache met en cause l'habitabilité, la structure, le confort de l'immeuble, dans de telles conditions qu'on n'aurait pas acheté autrement. Donc vraiment, si ça sent l'égout, qu'il n'y a rien à faire, que dès qu'on enlève la peinture, il y a l'humidité qui monte, oui, c'est du vice caché. Mais on tombe dans le même problème qu'avec notre locataire tout à l'heure, c'est une question de preuve. Parce que votre vendeur va dire la même chose que ce que le propriétaire va dire au locataire, c'est parce que vous entretenez mal, vous ouvrez pas les fenêtres, vous essayez de linge mouillé par terre, etc. Donc, ça commence toujours, que ce soit avec le locataire ou avec le vendeur de votre maison, avec une expertise technique, qui viendra dire d'où ça vient. Autre question de Chloé, comment expliquer qu'un logement neuf soit rempli de moisissures, salle de bain, chambre, après seulement 1 an d'occupation? On n'est pas protégé forcément quand on est dans le neuf. Je crois contre l'humidité. Non. Quand c'est trop, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, quand c'est tellement isolé le neuf aujourd'hui pour faire des économies d'énergie. On a des normes concernant le neuf. Donc Mais là, ça, oui, puis on a des VMC, on a vu tout à l'heure, Oui, c'est mais toujours du coup, sous-dimensionné, ça ne marche pas ces trucs-là. du coup, on est Comme sur un ça. problème. Moi j'en ai vu quantité de logements neufs, c'est trop isolé, l'air ne circule plus du tout dans ces trucs-là. Tous Ça les forme logements de la qu'on a achetés, condensation hein. avec la douche et tout ça. C'est pour ça qu'il y a des VMC normalement. Mais les VMC, pour Non, tirer non, sur les prix, pour les faire pas cher, ils sont sous-dimensionnés, ça ne marche pas. Ça, vous avez raison. Les gens ne supportent pas les VMC. Non, voilà, parce que ça peut apporter de l'air froid. surtout Oui, dans les alors, centenaires. sauf que Ça c'est peut pas faire du tout bruit le dans temps, certains tout de cas. même de la faute de l'occupant. Il suffit de prendre sa douche, de faire de la cuisine, il y a de la condensation partout et ça vient sur les parois froides. Oui, c'est bien connu comme phénomène. Le logement neuf, c'est pareil, c'est même pire que les logements anciens après les années 70. Non, mais Je veux dire. il peut y avoir quand même, on peut éventuellement actionner dans le cadre du neuf différentes garanties. La garantie de parfait achèvement, une garantie biennale de bon fonctionnement et la garantie décennale de dommage ouvrage. Si ça apparaît que cet excès d'humidité résulte d'un défaut même du logement, de la Ouais, mais structure, alors j'ai là, dans ce jamais vu, cas-là- alors peut-être, Mais j'ai jamais vu de cas comme ça, demeure pourquoi possible, parce que tous les après, faut se logements lancer neufs dedans. sont conçus comme ça, tous. Ah oui, normalement, il ne devrait pas y avoir de remontée, d'excès d'humidité. Les traitements anti-humidité comme ceux que vous proposez par exemple sur l'humidité par capillarité, est-ce qu'ils sont définitifs? Alors, certains oui. Pour ma part, j'utilise moi un procédé qui est définitif puisqu'il a une durée de vie de plus de 50 ans. Il y a 3 grandes techniques, 3 grandes familles pour traiter la remontée capillaire. La plus connue, la plus utilisée, pas toujours à bon escient, ce sont des injections dans les murs. C'est-à-dire qu'on perfore les murs et sous pression, on injecte des résines. Ça peut très bien fonctionner quand on a des murs homogènes, parce qu'on a de la brique, on a le même matériau qui se répète, on a des joints linéaires, on a des murs de faible épaisseur, ça se diffuse très bien. Dès qu'on commence à avoir du remblai, ce qui est le cas d'un peu toutes nos vieilles maisons, c'est beaucoup plus aléatoire. On a une technique qui s'appelle l'électro-osmose, qui consiste à mettre des électrodes dans les murs pour désélectrifier ces murs, parce qu'on sait que c'est un phénomène électrique qui fait monter l'eau. Ce phénomène électrique, il est connu depuis plus de 70 ans. Donc là, c'est des implantations d'électrodes reliées à une petite batterie pour inverser ce courant électrique. Et puis, il y a des procédés qui existent maintenant depuis un peu plus de 30 ans, ce que j'utilise pour ma part, qui est une inversion de champ électromagnétique.
parce qu'on sait que cette charge électrique, elle provient des passages d'eau naturels qui créent ce phénomène électrique. Donc on D'accord. capte ces champs électromagnétiques, on les inverse. D'accord. Et c'est la mise en place d'un simple boîtier au centre de tout le bâtiment. Ouais. Alors, en un mot, à côté de pardon, ces- en un mot, la Fédération française du bâtiment, elle a dit que c'était les injections qui étaient le plus. Ouais, plus efficaces. l'électroosmose, les champs magnétiques, tout ça, elle a fait un test, vous le savez, puisque vous faisiez partie des organismes, Non, l'Union je de la refusais de le faire. maçonnerie. J'ai refusé de le Si, faire. vous l'avez validé, vous le savez très bien, on en parlait il n'y a pas 2 minutes. J'ai refusé. Ils nous ont fait un test avec des laboratoires de toutes parts, etc. Ils ont comparé 7 murets, ils ont fait ça, oui, l'électroosmose, tout ça, ça marchote. Mais ils ont dit que ce qui marchait le mieux, c'est effectivement les l'injection injections. Bon. de produits hydrophobes, dont il est vrai des parois assez homogènes, du moellon, etc., dans Ouais. des vieilles choses. Une solution qui paraît peut-être dérisoire après ce dont on vient de parler, mais qu'est-ce que vous pensez de la peinture anti-humidité? On nous pose la question aussi sur la plateforme de la quotidienne. C'est plus ou moins bien. Support Tout dépend, humide, voilà, sous-couche tout dépend. étanche, tout ça. Est-ce que ça Tout marche? dépend, Est-ce que en c'est fait, une utilité tout dépend déjà comment c'est utilisé. Déjà, c'est la première chose. Alors, sur un mur humide, évidemment, on va pas prendre tout de suite, s'il y a de l'eau qui ruisselle, on va pas prendre la peinture et le mettre directement sur le mur, parce que ça va pas changer grand-chose. Ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de trouver déjà la première source du problème. Est-ce qu'il y a une fuite derrière un mur? Est-ce que ça peut être autre chose? Poncer le mur déjà en premier lieu, mettre une petite résine en face avant, et ensuite venir derrière mettre cette première peinture, ou de mettre une sous-couche avant, et ensuite peut venir- apporter un- ça peut être un petit plus. Maintenant, c'est plus, c'est pas la révolution, à long quoi, terme, voilà. c'est pas quelque chose qu'il faudra se dire ça va marcher, ça va durer Ça des soigne années. pas les Ouais. Bon, et puis alors un dernier petit truc, hein, c'est un remède de grand-mère pour lutter contre l'humidité à la Oui. maison, un déshumidificateur maison. Oui, alors bon, c'est un peu moche, mais c'est pas cher du tout et Pas c'est un peu. efficace. C'est très moche, mais tu peux le cacher derrière une commode et là ça fonctionne bien. Et c'est efficace dans les toutes petites pièces, évidemment. Je pense par exemple à les toilettes, si c'est trop humide dans les toilettes. Alors vous prenez une bouteille d'eau, vous la coupez en deux. Vous enlevez le goulot que j'ai enlevé ici. J'ai mis une petite compresse, une petite gaze avec un élastique que j'ai bloqué. Dans l'autre partie de la bouteille, vous mettez du coton, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle pour purifier l'air, c'est de l'huile essentielle de lavande. Vous placez votre première partie de bouteille comme un piège à guêpes et dedans, vous allez mettre plein de gros sel puisque Eh oui, le gros sel est ça un absorbe. absorbant. Absorber l'eau. Voilà, donc vous en mettez plein, je ne vais pas faire toute la démonstration Ça maintenant. va, et l'eau va tomber L'eau dedans. l'eau va être absorbée par le sel et puis ensuite faire du goutte à goutte dans le coton et avec la lavande, voilà, purifier un petit peu l'air. Il faut évidemment vider régulièrement. Changer son Changer coton. votre Attention, il y a de la coton. concurrence, Jacques C'est bio. Mélenchon, je crois vraiment là. Ah, il est comme ça, il flippe. Concurrence sérieuse. C'est très bien, parce que ce dont je lutte, Il est en panique. c'est la publicité un peu mensongère en disant on va vous poser un petit bac de sel et vous allez voir plus d'humidité. Ah oui, non, Mais non. comme vous l'avez dit, vous avez très bien résumé en disant c'est pour une petite pièce. solution Tout ça- d'appoint. et ça, c'est très efficace, c'est la même chose que ce qu'on Les fait absorbeurs, que les absorbeurs. Mais c'est pour des petits Brièvement. volumes, des Ouais. sous-éviers, des petits Voilà. placards à chaussures Des qui petits sentent un peu le placards. renfermé, des petits volumes. Ne pas mettre. On voit des gens qui ont des batteries qui dépensent un argent fou. Qui en mettent partout, Qui en ouais. mettent partout, Ouais. mais vous aurez toujours le même taux d'humidité dans l'air parce que Ah. ça n'a aucune puissance d'absorption. Ouais. C'est de l'absorption simple. Eh ben, merci beaucoup à tous les Merci trois beaucoup. d'avoir Merci à vous. répondu Merci à à notre vous. invitation Merci. aujourd'hui. Merci également à Sarah Boulker qui nous a aidé à préparer ce dossier.